Vous étiez il y a quelques jours à Hénin-Beaumont avec le train des municipales d'Europe 1. Votre prochain arrêt se fera en gare de Forbach le mardi 25 février. Mais je voudrais pour commencer faire un petit détour par l'Ukraine et par ces photos du compte Twitter d'Europe 1 sur lesquelles on voit Thomas Soto notamment pour la matinale. Quel regard porte l'ancien grand reporter de France Info que vous êtes, notamment en Bosnie, en Tchétchénie, pour ne citer que ces sujets-là, sur l'utilisation des réseaux sociaux dans la couverture d'un événement? Là, la photo que vous signalez, bon, elle est un petit peu anecdotique. C'est une façon pour Europe 1 de faire savoir qui y était ce matin, ce qui était une très très bonne idée à mon avis d'être sur place ce matin. Donc bon, bah voilà, Europe 1 communique avec cette photo, c'est pas très intéressant. En revanche, ce qui se passe avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand je couvrais les guerres il y a quelques années, c'est que ce sont les gens qui s'expriment, quoi, les citoyens, et que c'est une source d'information extraordinaire. Sur la Syrie au début, on a quand même appris énormément de choses par des Twitter. On a énormément de photos qui sont sorties comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement que j'ai pas connu il y a une dizaine d'années et qui existe maintenant et qui oblige les reporters à faire le tri parce que c'est effectivement les portes ouvertes à des manipulations aussi, mais et ça remplace forcément pas le terrain. Mais je pense qu'un reporter qui est allé, par exemple, en Syrie ou qui est allé en Ukraine, qui a repéré un certain nombre de Twitter qui disent des choses intéressantes et qui paraissent fiables, c'est une nouvelle source d'information et de contact de témoins et de façon de contacter des témoins. Voilà, ça participe à la circulation de l'information, à mon avis, d'une façon très positive. L'histoire, vous venez de le dire, se vit désormais en direct, sous nos yeux. Comment le journaliste de récit que vous êtes s'adapte-t-il à cette narration en temps réel sans recul? Ça a toujours été le cas de raconter à chaud, enfin de raconter le plus vite possible. Il y a une époque où les reporters m'essaient envoyer leur papier par la poste presque. Hein. Il y a des moments où on mettait un temps infini pour envoyer ces papiers. Moi, j'ai connu une époque où j'attendais jusqu'à 12 heures une communication téléphonique, c'est-à-dire à Bucarest, j'allais voir ce qui se passait dans la rue, et dès que j'estimais avoir assez à raconter, j'allais à mon hôtel et j'attendais une ligne, et ça pouvait me prendre la journée entière, donc je ratais plein d'autres choses. Mais en même temps, si je retournais dans la rue, je ratais aussi la diffusion, donc ça servait à rien que je sois sur place. Et donc, c'était effectivement beaucoup plus long. Puis après, j'ai vu arriver le portable qui permettait de faire en direct sous nos yeux ce qui se passe, sans recul. Mais dans tous les cas, le journaliste, il a toujours cherché à aller le plus vite possible, quoi. Maintenant, les moyens techniques permettent d'aller en instantané, quoi, en direct. Les télés sont en direct, les radios sont portables en direct. Pour moi, c'est un progrès. C'est pas vrai, c'est une fausse idée de se dire avant ça allait moins vite, donc on faisait moins d'erreurs, on était plus sérieux parce que on était dans le même rush. C'est juste qu'on mettait des heures, voire des jours à parvenir à transmettre nos reportages, mais on était toujours dans le même rush et dans la même rapidité. Moi, je sais que quand j'ai vu apparaître le portable en reportage, c'était à Moscou la première fois en 93, si mes souvenirs sont bons. C'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir d'un seul coup raconter ce qu'on voyait sous les yeux en direct au lieu d'avoir à traverser toute la ville pour rejoindre un point où on savait qu'on avait une chance de téléphoner. Non, l'accélération de l'info, c'est pas un danger. Robert Capa disait qu'une photo était ratée parce qu'elle n'était pas prise assez près de l'événement. Vous qui observez depuis quelques jours avec le train d'Europe 1 ces municipales de très près, comment sentez-vous la campagne et est-ce que c'est vraiment encore un scrutin et un vote local quand les enjeux dépassent souvent le cadre strict des villes? Effectivement, avec ce train, on s'est dit tiens, on va aller un peu partout dans la France pour être au plus près des gens, parce que si on le fait pas au municipal, on se demande à quelle élection on le fera, quoi. Hein, c'est effectivement. Et ma surprise pour l'instant, depuis le départ de ce train, c'est de voir qu'effectivement ça reste très près local, quoi. C'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder ça un petit peu depuis Paris, en se demandant est-ce que le Front National est en train de monter, est-ce que telle et telle ville vont passer de gauche à droite, combien de grandes villes vont rester à gauche, etc. Il y a quelques questions fondamentales qu'on se posera au soir du deuxième tour des municipales. Par contre, quand on arrive en train, que ce soit Hénin-Beaumont, Nantes ou Forbach cette semaine, on s'aperçoit que ce dont on parle, aussi bien les gens qui viennent nous voir dans le train et qui posent des questions que les candidats, ce sont des enjeux effectivement très très locaux, quoi. D'où un peu une difficulté pour ce train, parce que c'est difficile d'organiser un débat
sur une radio nationale, donc censée intéresser l'ensemble de nos auditeurs. Les questions que nous posaient les gens qui étaient dans le train étaient vraiment d'intérêt local. Ça concerne beaucoup les transports, ça concerne beaucoup la culture, ça concerne beaucoup les ouvertures, les horaires d'ouverture de piscines ou d'autres établissements publics. Moi, depuis qu'on est parti avec ce train, je m'aperçois qu'effectivement, les élections municipales se jouent sur des enjeux locaux, quoi. En quoi l'expérience du Globetrotter vous a-t-elle servi de RTL avec On refait le monde à Europe 1 dans l'art toujours difficile de conduire un débat? Alors, j'ai eu deux métiers en fait dans ma vie. Pendant une vingtaine d'années, j'ai fait du reportage, donc effectivement, c'était un métier de raconter des histoires, d'être au plus près, comme vous venez de dire. Et puis après, un peu par les hasards de la vie, on m'a proposé d'animer du débat, donc du débat politique, du débat d'idées, du débat sur les grands thèmes de société. Donc j'ai changé de métier et ça m'a passionné aussi. Longtemps, je pensais qu'il y avait que le reportage, que tout le reste, c'était ce que j'appelais avec un peu de condescendance du journalisme assis, pas très intéressant. Et puis c'est pas vrai, je me suis aperçu qu'on peut être dans un studio avec des invités, faire des rencontres formidables, assister à des grands moments d'affrontements entre des gens ou de récits. Encore une fois, le récit peut se faire aussi par quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez exceptionnel et qui vient vous le raconter dans le studio. Donc voilà, depuis 7 ans maintenant, je fais ce métier-là d'animer des débats, ce qui a pas grand-chose à voir avec celui que je faisais avant, qui était le reportage, mais qui en fait contrairement à ce que j'ai cru longtemps, est tout aussi passionnant. Comment réussit-on à faire de ces débats des émissions où, à défaut de toujours s'entendre, les invités s'écoutent? C'est le casting, l'essentiel. La difficulté du métier, c'est en amont, c'est de trouver les bons interlocuteurs, les gens qui ont des choses à dire, les gens qu'on n'a pas vu forcément partout sur toutes les. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'il y en a quand même beaucoup de débats partout, et tant mieux pour la vie démocratique. Mais voilà, donc il faut être à l'affût toute la journée, lire les tribunes dans la presse écrite, sur les blogs, sur les radios, sur les télés, etc. Repérer un bon interlocuteur et faire que ensuite, parce que ensuite, une fois qu'on a 4 personnes qui ont des choses à dire et qui sont intelligentes et qui connaissent le dossier, après c'est pas très difficile de faire qu'ils s'écoutent, quoi. Si le casting est bon, l'émission est bonne. Alors il y a le sondage, il y a le débat avec les 4 candidats à Forbach. Présentez-nous le sommaire, la mécanique de l'émission qui se passera donc à Forbach mardi 25 février. Alors on a d'abord un sondage à chaque fois, donc on aura un sondage du matin même avec vous, qui donnera déjà un bon point de départ. Ensuite on essaye pour les auditeurs qui sont pas de Forbach, c'est-à-dire la grande majorité, de présenter les choses avec donc un journaliste de la région, de la République en l'occurrence, avec notre correspondant d'Europe 1 dans l'Est, Serge Michel, et puis avec le politologue d'Europe 1, Olivier Duhamel. Donc là on commente le sondage, est-ce que c'est une surprise ou pas, les différents scores. Ensuite on lance le débat sur le sondage avec les 4 candidats, ce que ça leur inspire. Et puis après c'est la salle qui fait le sommaire un peu. Après c'est en fonction de toutes les fiches qu'on me fait remonter, parce que j'ai des assistants qui sont dans le train et qui interrogent les gens sur de quoi vous voudrez qu'on parle, quelles questions vous avez à poser, et je regarde celles qui me paraissent les plus intéressantes, celles qui reviennent le plus souvent. Et donc là on a un débat entre le public et les 4 candidats. La radio est désormais aussi filmée. J'observais Wendy Bouchard qui est en ce moment à Strasbourg dans le train des municipales. Est-ce que les caméras changent votre façon à vous de travailler aujourd'hui? Moi, je les oublie. Moi, je suis un homme de radio, j'ai fait très peu de télé, et j'ai tendance à les oublier. Tant pis, si c'est pas très beau, si je suis pas un peu de travers, etc., ça me dérange pas. Wendy, qui est une fille de télé, et qui le fait tous les jours, depuis Paris, même quand elle est pas dans le train, elle a un décor, elle se déplace, elle y fait plus attention, je crois, et c'est sans doute elle qui a raison, parce que l'avenir, c'est effectivement cette espèce de multimédia où on est à la fois sur le net, en images, en son. Voilà. Moi, je suis un peu un vieux et je viens de la radio et j'ai tendance à l'oublier. Alors après, de temps en temps, je découvre les images et je me dis tiens là quand même, j'aurais pu faire attention à être un petit peu plus habillé, je sais pas quoi. Mais non, honnêtement, moi je sais que c'est important. Je sais que ça, plus le temps passe, plus on va nous regarder sur Internet, donc avec l'image en plus. Mais pour l'instant, honnêtement, dans ma tête, je parle à des auditeurs. J'ai l'impression que ceux qui m'écoutent, ils sont dans leur cuisine ou dans leur voiture et qu'ils n'ont pas l'image. Cela fait pile 3 ans que vous avez quitté la matinale de France Info pour prendre la tête de la tranche 18h30-20h sur Europe 1. Quel bilan tirez-vous? Ça
ça fait exactement 3 ans d'ailleurs que je suis à Europe 1 et c'est qu'un début. Moi, j'ai toujours pensé que la radio c'est un média d'habitude et que on commence à s'imposer et à être compris et apprécié par les auditeurs au bout de au moins ça et peut-être même 5 ans quand on voit tous les succès actuels d'Europe 1, l'émission de Ruquier pour citer que celle-là, ou l'émission de Ferrand, ou même Morandini le matin. C'est les émissions qui marchent le mieux sont celles qui sont là depuis plus longtemps que 3 ans, parfois 10 ans, parfois 15 ans pour Ruquier. Quand on regarde les scores des émissions de France Inter, par exemple, pour les plus anciennes, comme le téléphone sonne, ou comme le jeu des 1000 euros. Enfin, c'est des émissions qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, quoi. Donc moi, je me suis toujours inscrit dans la durée, même si c'est un paradoxe, puisque les hasards ont fait que j'ai souvent changé de radio. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en arrivant, je me dis pourvu que ça dure, quoi, pourvu que je le fasse le plus longtemps possible. Et là, il n'y a pas de raison, puisqu'en ce moment, ça marche bien, et qu'il y a une équipe qui est maintenant assez stable et tout à Europe 1. Donc voilà, je me dis ça fait 3 ans, dans 3 ans ça ira mieux et dans 6 ans peut-être que ça commencera à être vraiment bien. Je voudrais terminer par un petit clin d'œil. Vous parliez de l'équipe d'Europe 1. On a commencé par l'Ukraine. Je voudrais terminer par le régional de l'étape, un certain Benjamin Muller qui est de Metz, qui travaille avec vous. Qu'est-ce qui vous a appris de la Lorraine que vous ne saviez pas? Alors Benjamin Muller, effectivement, c'est marrant que vous en parliez parce que les gens ne savent pas forcément que derrière les émissions, souvent, il y a des programmateurs, des assistants, des gens dans l'ombre qui font tout le boulot. Et là, en l'occurrence, effectivement, Benjamin Muller, ça fait 6 ans que je travaille avec lui, depuis RTL à France Info et à Europe 1. Il m'a toujours suivi. On a maintenant une vraie complicité. Il a un rôle hyper important dans cette émission. Alors, effectivement, il est de Metz, donc voilà, souvent on en plaisante, quoi. Notamment en préparant ce travail municipal, il était très partisan qu'on aille à Forbach. Il savait lui qu'il se passait des choses intéressantes et que c'était important. Il a notamment plaidé pour qu'on y aille. À part ça, sur la Lorraine, je connais un peu parce que mes origines familiales sont de là. Hein. La famille Poincaré vient de Bar-le-Duc. Donc voilà, c'est une région honnêtement que je connais pas hyper bien. Je suis pas très très souvent allé, mais je sais que mes racines sont un petit peu là et ça m'intéresse.